Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Ouverture de la session de plein droit au Sénat. Le SIF donne le ton. Les sénateurs du Parti de la Balance ont contesté la légitimité du doyen d'âge, le Fon Victor Mokete. Ils lui ont demandé de choisir entre Kamtel ou alors la Chambre haute du Parlement. Ambiance de rentrée au Sénat est à suivre en ouverture de ce journal. Et puis en sport, la ville de Bafoussam accuse un sérieux retard dans les préparatifs de la CAN 2019 au Cameroun. Tous les chantiers initiés évoluent à pas de tortue. Et le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, descendu sur les lieux, a mis en garde les entrepreneurs. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le SIF conteste la légitimité du bureau d'âge que préside le Fon Victor Mokete. En cause, l'incompatibilité dans laquelle tombe ce dernier, PCA de Kamtel. Mais la Chambre s'est appuyée sur le fait que la vérification des cumuls de fonctions n'a pas encore démarré pour débouter le sénateur SIF. La précision dans ce reportage d'Élisée Borba et de Marcelin Gansop. Section 122 sub 2. The position of the senator shall be incompatible with the duties of the member of government. À peine le doyen d'âge a-t-il terminé la lecture des noms des 100 sénateurs que Gamsé Henri Kemende est monté au créneau. Dans une motion d'ordre que personne n'attendait visiblement, le sénateur SDF du Nord-Ouest a contesté la légitimité du doyen d'âge à conduire les travaux de cette session de plein droit, puisant ses arguments dans le règlement intérieur du Sénat qui interdit le cumul de fonctions. Or, le chief Victor Mokete et PCA de Kamtel. Le code électoral est clair. Le standing orders du Sénat est clair sur ça. Quelqu'un qui est dans une situation d'incompatibilité ne peut pas être sénateur. Donc je ne vois pas comment une telle personne peut commencer à être président, même si c'est le bureau intérimaire. Il ne peut pas commencer à y être sans qu'il soit qualifié comme un sénateur. Donc c'est ça que j'ai soulevé, mais on a dit que vraiment on va regarder ça après. Mais je ne vois pas ça normal. C'est le rôle que notre parti, le SDF, va continuer à jouer pour soulever le point d'exception. Les choses qui ne marchent pas, on doit le dire. C'est pas parce que les gens ont travaillé dans le bureau en considérant certaines choses par l'erreur qu'on doit se soumettre sur cette erreur. Cette motion d'ordre a le don d'installer un silence de cimetière dans la salle. Plusieurs minutes vont s'écouler avant que le sénateur Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP ne prenne la parole pour démonter, en s'appuyant sur le règlement intérieur du Sénat, les arguments présentés par le SDF. Les vérifications des cas d'incompatibilité ne peuvent être effectuées que lorsque le Sénat se réunit en session de plein droit, et après qu'il ait mis en place ces bureaux de vérification. Les sénateurs ne sont pas autorisés à s'auto-vérifier. Je pense donc, Monsieur le Président d'âge, qu'il serait utile, sur ce point, de ne pas retenir le point d'ordre de mon collègue. Vous savez, quand vous êtes nouveau, il faut apprendre, il faut lire le règlement intérieur, la saison de plein droit. On va parler de tout ça. Le discours du doyen d'âge. Après, il y aura des commissions qui vont se créer cet après-midi. C'est là qu'on va parler de tout ça. Donc, notre collègue du SDF doit quand même s'intégrer, apprendre notre règlement intérieur. C'est pour ça que nous avons été un peu surpris. Vous savez, quand vous venez dans un nouveau milieu, il faut d'abord apprendre avant de poser des questions qui peuvent à la fin vous ridiculiser. Finalement, le débat est tranché en faveur du doyen d'âge qui va prendre la parole pour prononcer le discours d'ouverture de cette session de plein droit, avec à ses côtés les deux plus jeunes sénateurs, dont Abu Marlise de la NDP qui entame un deuxième mandat, et le tout nouveau Fon Andreas Nembo Lukunze, sénateur du Sud-Ouest, âgé de 42 ans. Place dans la foulée à la constitution des commissions devant vérifier les mandats et vider les incompatibilités. C'est un préalable avant la remise des attributs aux sénateurs.
Émotion, joie, mais aussi prise de conscience par rapport au poids des responsabilités. La session de plein droit ouverte ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé était un grand moment de retrouvailles pour les anciens, mais aussi l'instant des premiers pas pour les nouveaux. Une fois encore, Marcelin Gansop et Élisée Borba. Pour leur premier pas au Sénat, la tâche n'était pas aisée pour certains, encore sous l'emprise de l'émotion. Bien sûr, je suis excité. J'attends le début. J'attendrai pour voir. Je vais défendre strictement la population de la région de l'Ouest. D'autres, un peu préoccupés au départ, sont revenus les pieds sur terre en foulant la salle du Palais des Congrès de Yaoundé. Lorsque j'ai été nommé, d'abord c'était une surprise. Et j'avais de l'appréhension et je me demandais comment ça allait se passer. Mais depuis que je suis entré dans cette salle, le stress a baissé avec l'accueil que j'ai reçu des anciens sénateurs et même des nouveaux. Je me sens dans une véritable famille. J'attends seulement maintenant que nous puissions commencer le travail. Il y avait donc de la joie, doublée d'émotions dans l'air. Surtout la prise de conscience des uns et des autres, du poids des responsabilités. J'ai un devoir d'apprendre, apprendre pour servir le peuple camerounais dans une autre capacité, hors des classes et hors de mon bureau de chef de premier degré en tant qu'auxiliaire de l'administration. Je vais servir et contribuer mon petit peu pour que le processus de décentralisation que ça poursuive. Et vous savez, la décentralisation sera la cheville ouvrière des prochains mandats, des prochaines années dans la République. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Le Sénat, c'est un organe très important dans le cadre de la décentralisation. J'espère qu'après nous, les régions seront mises en place et le Cameroun sera réellement un État décentralisé comme le veut la Constitution camerounaise. Les nouveaux sénateurs peuvent toujours compter sur les plus anciens, mieux parés et heureux d'avoir bénéficié d'un deuxième mandat. Surtout, nous devons faire en sorte que le Sénat soit aujourd'hui un Sénat plus fort. Parce qu'aujourd'hui, nous n'apprenons plus. On a passé une première mandature à prendre aujourd'hui. Nous devons être très offensifs pour accompagner nos régions. L'enjeu de la session de plein droit est de taille, au regard des attentes des populations, au moment où commence cette deuxième législature. Parce qu'au départ, le Sénat n'existait pas. Pour une première expérience de 5 ans, nous pouvons quand même tirer chapeau à cette Chambre. Nous voulons les sénateurs jeunes, puisque chaque génération a son histoire et son passé. Qu'on ramène le Sénat à 39 ans au lieu de 40 ans. Ça permet à certaines, comme moi, de postuler à ce poste de sénateur. Les prochains jours nous édifierons sur le ton que les sénateurs entendent donner aux travaux du mandat débutant. Et quelle lecture peut-on faire de la coloration des formations pour des colorations politiques du Sénat? De nombreux éléments portent à croire que le SIF s'apprête à vivre 5 années d'isolement parlementaire, car les formations politiques invitées par Paul Biya au Sénat seraient une sorte de majorité présidentielle. Un regard croisé sur les forces politiques en présence au Sénat dans ce reportage d'Élisée Borba et de Guy Zogo. Ils sont 7 partis politiques à constituer l'ossature du Sénat QV 2018 au Cameroun. Le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'UPC, le MDR, le FSNC et l'ANDP. Majoritaire au sein de la Chambre haute du Parlement, le RDPC peut également compter sur le soutien acquis de ses alliés de gouvernement que sont l'UNDP, l'ANDP et le FSNC. Dans les rangs des sénateurs, autant du parti au pouvoir que des alliés, la mission est prête à être remplie avec dévouement. Nous attendons de pouvoir donner satisfaction non seulement à nos collègues, mais à l'ensemble de la communauté camerounaise, notamment l'ensemble de nos électeurs, en commençant par, évidemment, le Père de la Nation, qui nous a donné l'occasion d'accéder à cette assemblée. C'est une retrouvaille, parce que j'étais quand même un ancien de Parlement de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je fais le retour au Sénat, donc je ne suis pas un très nouveau. Il y a l'émotion,
Parce que après la joie, il y a aussi la peur. Parce qu'une fois que vous voyez tout ce que les gens attendent de vous, vous allez vous poser la question, est-ce que vous pouvez arriver? Dans ce positionnement, le sort de l'UPC n'en est pas moins ambigu, tant le défaut de clarification de la posture du sénateur nommé nourrit l'incertitude. Mais à en juger par ses déclarations, aucune place n'est laissée à l'équivoque. Je suis vraiment très fier d'être là. Comme un nouveau sénateur dans le deuxième vague de sénateurs. Je remercie très sincèrement le sage-père, le président de la République, président Paul Biya, et le cadre de UPC pour tout ce bonheur qui m'avait confié sur mon modeste personne. Pour le moins, cela promet de chaudes explications dans les rangs du parti du CRAB, où l'on est de plus en plus sourcilleux sur la question de l'alliance avec le RDPC qui, pour la direction de ce parti, reste à définir. Dans ce paysage, seul le SDF apparaît résolument ancré dans la position opposée à celle du RDPC et de ses alliés. Ce qui en fait le petit poucet du Sénat qui devra bien se faire une place, malgré tout. Et à suivre en deuxième partie de ce journal, les éclairages du docteur Louison Essamba. Il est enseignant de droit public à l'université de Douala. Il reviendra sur les enjeux de cette session de plein droit ouverte ce matin au Palais des Congrès, ainsi que la notion d'incompatibilité qui a donc émaillé l'ouverture des travaux ce jour. Et quelques heures avant l'ouverture de cette session de plein droit au Palais des Congrès de Yaoundé, un sénateur UPC nommé Leke Besondongo est allé recevoir la bénédiction de ses siens ainsi que militants à Ezeka dans le département d'Union Ekili. Plus de précisions dans ce reportage de Joël Niem et de Julingue et de Kediara. C'est autour de la tombe de Ruben Oumniobé et dans la ville d'Ezeka que les militants de l'UPC, branche de Robert Bapol-Lipote, se sont réunis pour un moment de cohésion intense en compagnie de leur sénateur récemment nommé. Je donne gloire au Dieu Tout-Puissant et au cadre de parti UPC et tous ces membres de UPC que je viens de rencontrer ici à Ezeka pour tout leur soutien indéfinitif. Ah, oui, pour soutenir le parti, le combat jusqu'à ce moment que nous avons un premier sénateur. Au cours de la rencontre, il a été question pour ces militants, ainsi que leur leader, de saluer la mémoire légendaire de Ruben Oumniobé. Le travail qui est le nôtre au niveau du Parlement, particulièrement au niveau du Sénat, un événement historique pour notre parti politique, sans toutefois qu'on vienne à Ezeka recevoir l'onction des dignitaires du parti à Ezeka et surtout rendre hommage à Ruben Oumniobé et prendre également des engagements devant sa mémoire pour mener notre combat. Mais également de baigner le nouveau sénateur dans le fleuve de la détermination, la même que possédaient leurs héros. Et voilà pourquoi le sénateur a trouvé nécessaire de descendre en ces lieux, recevoir la bénédiction des camarades qui sont ici à la base, qui gardent cette tombe, afin que lui également puisse avoir de la détermination, comme l'a fait notre pionnier historique Ruben Oumniobé. Le secrétaire général Robert Bapol-Lipote profitera de cette occasion pour saluer l'alliance tissée avec le RDPC par Frédéric Cordoc de regretter mémoire, une alliance grâce à laquelle le parti continue d'exister sous tous les plans. Nous pouvons dire qu'une porte vient d'être ouverte et nous voyons aujourd'hui que la voie tracée par Augustin Frédéric Cordoc est une voie qui porte ses fruits. Nous sommes dans les mairies, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes désormais au Sénat et de manière historique, ça veut dire que le parti est debout. Après la séance de brainstorming et de bénédiction, ils déposeront une gerbe de fleurs sur la tombe de Ruben Oumniobé, signe de reconnaissance, mais surtout d'un profond respect.
Et dans le reste de l'actualité, de nouvelles peines pour les détenus de la crise anglophone. 6 d'entre eux ont été condamnés ce jour à des peines d'emprisonnement comprises entre 11 et 13 ans. Il s'agit de Jacob Lopté, 11 ans de prison, Gottlof Numfort, 12 ans de prison, Eugène Baing, 12 ans de prison, Lévit Tayo, 13 ans de prison, Bruno Wiba, 13 ans également, ainsi que pour Eugène Newforan. Ils devront également verser une somme de 800 000 francs CFA au titre de dommages. Les condamnés ont été reconnus coupables des faits de rébellion, coercion, d'actes de terrorisme, entre autres. Ce sont les mêmes faits motifs qui pèsent sur l'activiste et animateur de radio Manchou Bibitsi. Son cas est toujours en cours devant le tribunal militaire de Yaoundé. Les plaidoiries menées par les avocats maîtres Emmanuel Sims, Bernard Mouna se poursuivent au tribunal militaire de Yaoundé. La menace que représentent les réseaux sociaux sur la sécurité de l'État était au cœur d'un colloque interne de l'École supérieure internationale de guerre. Les travaux se sont ouverts ce jour à Yaoundé. Le compte rendu de Guizou. Quelles menaces les réseaux sociaux font-ils peser sur la sécurité nationale et comment y répondre? C'est l'objet d'un colloque international que l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé vient d'abriter. C'est pour permettre à l'opinion nationale et internationale de toucher du doigt les menaces, les dangers que les réseaux sociaux font peser sur la défense nationale. Le thème de ces assises, défense nationale, réseaux sociaux et défis sécuritaires, a été examiné sous toutes ses coutures. Pour la mise en bouche, la leçon inaugurale était présentée par Denis Ngaye, directeur des infrastructures et des réseaux d'accès aux technologies de l'information et de la communication au ministère des Postes et Télécommunications, lequel, s'il a reconnu l'utilité des technologies de l'information et de la communication, n'en a pas moins pointé leur dangerosité pour la sécurité nationale lorsqu'ils sont utilisés à des fins négatives. Sur ce terrain du questionnement de l'impact des réseaux sociaux sur la sécurité nationale, le professeur Laurent-Charles Boyo-Mouassala insiste sur le caractère dual des réseaux sociaux. Il y a effectivement un problème que les réseaux sociaux posent. Mais en même temps, il faut savoir que ce sont des outils. Et tous les outils ont cette particularité dualistique qui fait qu'ils peuvent être d'un grand secours pour la vie sociale, mais ils peuvent être également des dangers. Mieux, il suggère que les réseaux sociaux soient partie intégrante de la réponse aux défis sécuritaires. Les questions sécuritaires, certes, sont extrêmement importantes. Il faut les penser, mais il faut les penser également à l'envers, en termes de contribution à la sécurité. Mais puisque les mêmes armées utilisent ces mêmes outils, n'est-ce pas, pour renforcer leur... Le marché nu des dos était devenu un haut lieu du désordre urbain dans l'arrondissement de Douala 1er. Et c'est pour cette raison que monsieur le préfet m'a instruit de descendre pour me remettre un peu de l'ordre dans cet espace marchand. Évidemment, vous savez que les Camerounais sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est un éternel recommencement, mais vous pouvez en être sûr, à chaque fois que ce sera nécessaire, je n'hésiterai pas de descendre pour que cet espace, pour que l'ordre puisse régner ici. Vous vous rendez compte qu'un peu plus bas là-bas, il y a un rond-point. C'est aujourd'hui que moi j'ai su qu'il y avait un rond-point là-bas. Les gens avaient complètement envahi. Les gens s'installent sur la voie publique. La voie publique, c'est la voie publique. C'est-à-dire que c'est une voie qui est là pour tout le monde. Mais les gens ne pouvaient plus passer par le marché nu des dos. Oh, et c'est nous qui nous plaignons de ce qu'il y a des bouchons partout dans la ville. Des routes existent, nous les occupons anarchiquement et c'est nous qui nous plaignons. L'espace assaini, l'on peut enfin circuler librement sur cette route qui traverse le marché d'Aïdo. L'opération a suscité quelques grincements de dents. La demande étant plus grande que l'offre, ces commerçants disent également fuir les inondations dont ils sont victimes à l'intérieur du marché après chaque pluie. C'est bien beau d'entrer dans le marché, mais l'espace du marché est d'abord petit par rapport à la population qui est là présentement. Il y a des comptoirs vides dans le marché. Quand il entre au marché, on lui montre, voilà le côté là c'est vide, mais tu entres là pour poser quelque chose. Juste toi qui se balade pour te reposer.
pour te reposer pour quelques secondes. Tu vas entendre que enlève ça, qui t'a demandé de mettre ça là-bas. On nous demande d'entrer dans le marché. L'espace du marché est d'abord petit par rapport à la population. Une petite pluie qui tombe, tout le marché est inondé. Nous ne savons pas où on nous chasse d'aller. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Je suis un jeune, j'ai une famille que je nourris. Quand me chasse à rouge, je ne sais pas où m'envoie. Ceux des commerçants restés à l'intérieur du marché saluent l'action du chef de terre et espèrent que la thérapie prescrite par ce dernier ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Innocent Abégaï Leclerc Sakem qui revenait donc sur le désordre urbain qui fait de la résistance au marché New Dedo. Ce jour à Douala, plusieurs commerces ont d'ailleurs été détruits au cours d'une opération coup de poing. Il faut signaler que ce désordre urbain peut être l'une des causes peut justement être le sous-emploi des jeunes. Le taux de chômage d'ailleurs est en nette progression au Cameroun. Il se situe à 6,5% selon des experts, des chiffres qui font froid au dos, alors que le camp s'apprête à célébrer la fête du travail. Ce sont d'abord résonne comme une alerte. Plus de précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et d'Auréole Choumi. Donc, nous revenons donc sur ce reportage d'Auréole Choumi. Je vous le disais il y a quelques instants, le taux de chômage est toujours en nette progression. Au Cameroun, les chiffres se situent autour de 6,5% selon des experts. Un chiffre donc qui fait froid au dos et qui, à la veille de la célébration de la fête du travail, résonne comme une alerte. Auréole Choumi et Georges Mitterrandam. La problématique de l'emploi reste très préoccupante au Cameroun. Les jeunes ont davantage une propension à se tourner vers des activités peu structurées. Conséquence, 90% des travailleurs exercent dans le secteur informel et 70% gagnent moins de 50 000 francs CFA par mois. Il faut que les jeunes comprennent que pour trouver un emploi, il faut avoir un métier. Donc premièrement, la qualification. Secondo, connaître son environnement. 3, se préparer à attaquer le marché de l'emploi. Avoir un bon CV, savoir faire d'entretien d'embauche, avoir des éléments de plus pour pouvoir être parmi les meilleurs qui peuvent être recrutés. L'urgence serait de mettre sur pied une nouvelle politique de l'emploi, selon cet expert. Je vois des jeunes qui vraiment en veulent, ils veulent travailler. Le problème, c'est notre économie qui ne crée pas suffisamment d'emplois. Pour résoudre le problème d'emploi, il y a 3 axes. L'axe numéro 1, c'est ce qu'on appelle les emplois de masse, les grands travaux. Ça permet d'insérer des jeunes qui ont le niveau CP, Q-2, Q-1, qu'on appelle les déperdus du système scolaire. Lorsqu'il y a des grands travaux, ces jeunes-là travaillent. Deuxième axe, c'est la création d'entreprises. Plus on crée d'entreprises, plus on crée des emplois. Mais vous êtes à Douala. Est-ce que vous connaissez ces derniers temps 3-4 industries qui ont été créées à Douala, où chacune a créé 200 emplois. Le dernier axe, c'est la formation professionnelle. Lorsque quelqu'un a un métier, ce métier peut l'amener à créer son emploi. Aujourd'hui, on a une grosse ouverture dans le digital. Au Cameroun, des milliers de jeunes sont exclus du monde de l'emploi. Nous observons avec désarroi qu'il y a une saturation du marché de l'emploi. Les demandeurs sont très énormes face à une minorité d'offres d'emploi. Et du coup, nous rencontrons aussi des difficultés telles que le favoritisme, le tribalisme quelquefois. Tu es frustré parce que tu te dis tu as un niveau comme par exemple une licence, tu ne fais rien, c'est difficile. La faute peut-être à un système social orienté uniquement sur la diplomique. Vous connaissez le nombre d'emplois de gens qui ont le BPC, où j'ai la licence en ethnologie. Ethnologie même c'est quoi? Ou en philosophie? Il va travailler où? Ou en géographie? Ou en histoire? Il doit chercher à avoir un métier. Il faut un métier à travers ce qu'on appelle une formation complémentaire. Lorsque vous avez un métier, vous êtes à 50% de l'emploi. Mais la rareté de l'emploi s'expliquerait aussi par la désinvolture des jeunes qui ont perdu espoir. La première chose, il faut renoncer au découragement et croire en soi-même et croire en Dieu. Ça, c'est important. La fête du travail pointe à l'horizon. De nombreuses entreprises payeront les jeunes au quartier pour le défilé. Tous ces jeunes seront alors appelés travailleurs le temps d'une marche.
L'ambassadeur d'Israël au Cameroun, son Excellence Ran Guidor, a effectué une visite au Centre d'excellence et d'innovation de l'Université de Ngaoundéré. Cette visite a été l'occasion pour le chef de la diplomatie israélienne au Cameroun de toucher du doigt l'un des fruits de la coopération entre les deux pays. Xavier Foucault. C'est dans le cadre de la matérialisation d'un pan de la coopération entre le Cameroun et l'État d'Israël, coopération datant de 1960, que son Excellence Ran Guidor, ambassadeur d'Israël au Cameroun, a visité les locaux du Centre d'excellence et d'innovation de l'Université de Ngaoundéré. Une visite d'évaluation et d'inspection. Je voulais arriver ici personnellement et voir tout le potentiel en vue des coopérations futures. Nous n'avons aucun doute pour le fait que l'Université de Ngaoundéré est un partenaire sérieux et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et très optimiste en ce qui concerne la promotion de notre coopération. Une coopération davantage renforcée par les activités de l'Agence israélienne pour la coopération et le développement, MACHAV en hébreu, et qui est tout un programme dont a bénéficié l'Université de Ngaoundéré. On a déjà fait le programme MACHAV, c'est-à-dire pour la formation dans le agribusiness. Il y a ceux qui sont déjà partis pour la formation et ils sont prêts pour implémenter ce qu'on est en train de faire. Et même, il y a MACHAV qui donne encore certains financements pour les projets. Donc, ils sont en train de développer les programmes. Et pour nous, très rapidement, on aura certaines de ces productions dans le secteur agricole ici à l'Université de Ngaoundéré et dans la région de l'Adamawa. 2 enseignants ont déjà bénéficié des formations en Israël grâce à ce programme MACHAV, établi en 1958 dans le cadre du ministère des Affaires étrangères israéliennes. Ce programme a pour objectif de partager avec d'autres nations l'expertise et les technologies qui ont été utiles dans sa propre recherche sur la voie du développement. Ce programme offre des formations en divers domaines, entre autres en nutrition, en entrepreneuriat et en développement communautaire. Et je vous le disais en titre, peur sur la CAN 2019 dans la ville de Bafoussam. La visite des chantiers effectués par le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun font savoir que les chantiers sont juste couverts à seulement 30%. Awafonka Augustine n'a pas caché sa colère. Plus de précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Dalastiana. Au sujet des différents chantiers de la CAN qui piétinent à Bafoussam, le président régional ouest du COCAN 2019 est très fâché pour la lente exécution des travaux. Et c'est l'arrivée des pluies qui l'inquiète. Pour certains depuis janvier qui ont gagné le marché, ils vont tourner pendant les pluies qui sont déjà à la porte. Et il faut commencer à nous raconter des histoires. Dans l'ensemble, les travaux exécutés sur les différents chantiers sont à moins de 30%. Le temps court et la pression monte. Il faut que, avant l'arrivée des experts de la CAF, qu'on trouve que les travaux ont avancé sur le terrain. Je dis aux différentes entreprises de faire très attention. Ça, ce n'est pas l'amusement. Appelé à la barre pour justifier une exécution des travaux à pas de tortue, chaque prestataire se défend comme il peut. C'est très important, vraiment. Mais on va louer une partie des entrailles. Pour une partie, nous-mêmes. Après avoir écouté toutes les explications à n'en plus finir, le président du COCAN Ouest interpelle les sommeliers. Et celui qui croit qu'il ne peut pas être à la hauteur des tâches, il faut qu'il se retire et il démissionne par rapport à l'exécution de ces marchés. Et ceux qui espèrent aller jusqu'au bout de leurs tâches sont mis en garde sur les délais. Si une entreprise ne peut pas respecter le délai, l'État va prendre sa responsabilité. Là, c'est clair. Après avoir visité les chantiers de Yaoundé, Garoua et Douala, le Premier ministre Philémon Yang pourrait arriver à Bafoussam dans les prochains jours, bien avant les experts de la CAF attendus au mois de juin 2018. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et
Et sur ce plateau, je reçois le docteur Louison Essamba. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir Nadine. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant de droit public à l'université de Douala. La session de plein droit s'est donc ouverte ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé. Quels sont les enjeux de cette session? Il faut pouvoir indiquer que les assemblées politiques délibérantes ont 3 types de sessions. Oui. Une session ordinaire, une session extraordinaire et une session de plein droit. Et le cas en espèce est véritablement une session de plein droit, justement parce que c'est une session au cours de laquelle se lance en début de chaque législature le constat de la validation des mandats parlementaires, enfin des sénateurs, c'est-à-dire que tous ceux qui venaient de bénéficier soit d'une mansuétude à la faveur d'un décret présidentiel, soit alors les 70 qui sont élus par les conseillers municipaux. Il faut préciser que cette session se tient dans un contexte d'enlisement de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Est-ce qu'on pourra s'attendre à des décisions fortes des sénateurs en vue d'une sortie de crise? Madame, la question que vous posez me renvoie en tout droit sur justement les missions qui sont assignées au Sénat. Vous savez, le Sénat a 2 missions fondamentales. La première mission, justement, consiste à la représentation des collectivités territoriales décentralisées et les grandes catégories socio-culturelles et traditionnelles. C'est la raison pour laquelle on retrouve plein des chefs traditionnels au sein de l'institution sénatoriale. Et l'autre mission qui est fondamentale, c'est simplement que c'est le président du Sénat qui assure la suppléance. C'est vrai que l'expression qui est posée par la loi, c'est l'intérim, mais ce n'est pas la meilleure expression qui s'y est. La meilleure expression, c'est simplement que le président du Sénat assure la suppléance. Parce que, tout simplement, dans la suppléance, il ne peut pas se porter candidat, il ne peut pas modifier le gouvernement, et il est contraint à un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. D'où donc ces 2 missions fondamentales qui sont assignées à l'institution sénatoriale. Mais ce qu'il faut pouvoir invoquer, c'est que au niveau des assemblées parlementaires, on a tout simplement l'impression, et même c'est ce qui se dévoile des tests, que dans les rapports entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on s'est souvent rendu compte que c'est le Sénat qui a le dernier mot en matière législative. Et vous savez, lorsque les 2 chambres se retrouvent en congrès, c'est toujours le président de l'Assemblée nationale qui préside les débats. Et vous pensez que la présence des chefs traditionnels pourrait faire tâche d'huile dans la résolution de cette crise au niveau du Sénat? Bien entendu, nous l'avons évoqué en plusieurs opportunités qui nous étaient offertes pour indiquer que le débat, le dialogue est possible si on y mêle de façon formelle et de façon claire la participation réelle des chefs traditionnels. Vous savez aujourd'hui que le statut de chef traditionnel est devenu dynamique. Parce qu'au départ, on concevait les chefs traditionnels comme dépositaires du pouvoir traditionnel. Mais aujourd'hui, il faut évoluer dans la conception du statut du chef traditionnel qui aujourd'hui, avec l'indemnité offerte par le président de la République à travers le décret de 2013, oui, on se rend compte que les chefs traditionnels désormais sont considérés comme les auxiliaires de l'administration parce que étant considérés aussi comme le cordon ombilical qui lie l'administration et les populations locales. Et pour un Camerounais lambda téléspectateur, en quoi consiste la session de plein droit? La session de plein droit veut tout simplement dire que c'est une session au cours de laquelle, lorsque des élections viennent de se tenir, oui, la nouvelle législature impose donc qu'on puisse valider le mandat soit des élus, soit des nommés. C'est-à-dire que, et en cette session de plein droit, la particularité également, c'est que dès lors que les sénateurs se retrouvent, première des choses, la manière de s'asseoir est différente parce qu'ils s'asseyent par ordre alphabétique. Et il y a des chevalets qui indiquent les positions assises de chaque sénateur. Et de 2, cette session s'ouvre à travers la lecture du procès verbal des résultats des élections du 25 mars, qui se sont tenues le 25 mars. Et après cela, il y a la lecture du décret portant nomination des 30 sénateurs qui viennent justement du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc voilà, et à cette session également, ce qui traduit sa spécificité, c'est aussi qu'on mettra en place le bureau d'âge, et la mise en place du bureau d'âge va donc, ce bureau d'âge va donc conduire les travaux jusqu'à l'élection du bureau de la seconde législature. Et parlant du bureau d'âge, comment appréciez-vous cette posture
des sénateurs du SIF qui ont estimé lors de l'ouverture de cette session de plein droit que le TIF Victor Moukete ne pouvait pas siéger en qualité de sénateur puisqu'il est PCA de Camtel, dont ils ont évoqué l'incompatibilité avec la fonction de sénateur et toute autre fonction du gouvernement. Comment réagissez-vous à cela? On doit pouvoir indiquer que, vous savez, le secrétaire général qui a un rôle administratif de l'Assemblée de l'Assemblée parlementaire a l'obligation de porter à l'attention des nouveaux membres de l'Assemblée délibérante élus, c'est-à-dire les conditions d'incompatibilité. C'est pourquoi la validation parlementaire impose donc le contrôle sur les incompatibilités pour voir si les nouveaux sénateurs élus et nommés ne sont pas dans ce régime d'incompatibilité qui voudrait que vous ne pouvez pas occuper deux fonctions électives à la fois, c'est-à-dire être à la fois maire et député, ou être à la fois sénateur et député, ou encore être à la fois sénateur et PCA d'une entreprise publique. Mais on a vu ce jour que le doyen d'âge, Victor Moukete, est PCA de Camtel. Justement, c'est une incompatibilité flagrante qui va donc amener le TIF Moukete, qui en novembre, d'ici novembre, aura 100 ans, qui va nous amener le TIF Moukete à choisir, soit à rester PCA de Camtel, soit alors à laisser le poste de PCA pour avoir le statut de sénateur. Et vous convenez avec moi que si nous avons laissé, si ce statut a perduré il y a 5 ans, c'est justement parce que le Conseil constitutionnel n'était pas encore mis en place. Et je pense pour ma part que c'est une occasion idoine pour le Conseil constitutionnel, une fois qu'il sera saisi de cette histoire, parce que vous savez, dès que c'est posé en début de cette session, ça veut tout simplement dire que les sénateurs ne vont pas laisser cette incongruité perdurer. Avec la mise en place du Conseil constitutionnel, et c'est là l'importance de ce conseil, on verra que le Conseil constitutionnel pourra être saisi soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par un tiers des sénateurs pour pouvoir trancher cette question. C'est le cas de l'incompatibilité et justement, il faudrait préciser que toute une commission a été mise sur pied pour pouvoir donc évaluer ces cas. Vous y croyez que cela pourra aboutir à quelque chose? Oui, vous savez, et il faut le préciser à l'endroit des sénateurs élus ou nommés. Une fois que vous êtes élu ou nommé, il faudrait savoir qu'il y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et même du Sénat prévoit qu'il y a des procédures internes de contrôle. C'est-à-dire, on va donc d'abord vérifier s'il n'y a pas ces problèmes d'incompatibilité qui se posent avec acuité. Et dès lors que ces problèmes seront éventuellement soulevés et que c'est avéré qu'il y a incompatibilité, comme c'est le cas d'espèce pour le TIF Moukete, ça fait donc de sorte que les 4 commissions qui sont composées de 25 sénateurs vont donc statuer et porter l'affaire à l'Assemblée plénière pour une discussion globale. Et il faut dire que le SIF, principal parti de l'opposition, n'a plus de groupe parlementaire comme en 2013. Donc, quelles peuvent être les conséquences d'une telle situation dans le Sénat actuel au Cameroun? Vous savez, ça traduit d'abord, première chose, la majorité écrasante du RDPC dans la configuration de l'institution sénatoriale, c'est-à-dire le RDPC qui s'est taillé de manière normale 87 sénateurs, et sans compter avec le jeu des alliances, l'UNDP, le FNC et bien d'autres partis. Vous convenez avec moi que ce sera à 95% justement les membres venant du RDPC. Alors, ce que nous devons faire comme lecture par rapport à cela, c'est que vous rappelez que à la session de l'adoption du budget du Cameroun, le groupe parlementaire du SIF avait créé presque un imbroglio au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement camerounais. Ça fait de sorte que le RDPC avait donc regretté le jeu des alliances qui avait été fait au départ en cédant un certain nombre de sièges au SIF pour que ce parti ait justement un groupe parlementaire. Le RDPC n'a plus voulu rentrer dans ce jeu qui a été contre-productif pour sa politique et a accepté, et s'est jeté au jeu en refusant donc, disons, en allant sur le terrain de la conquête des voix, et finalement, le SIF est revenu à une portion congrue de 7 sénateurs, ce qui fait de sorte qu'ils n'auront pas justement la possibilité de constituer un groupe parlementaire. Et cette domination numérique du RDPC dans la composition du Sénat n'est pas un indicateur pour les prochaines échéances électorales, notamment les législatives et les municipales? Non, je ne peux pas lire cela comme cela. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai indiqué les 2 fonctions fondamentales et phares qui sont assignées au Sénat.
ça fait de sorte que les enjeux véritablement politiques ne se jouent pas autour de l'institution sénatoriale. Oui. Tout simplement parce que, en fait, au-delà de considérer cette institution comme budgétivore, au-delà de la considérer également comme une institution qui vient tempérer la hardiesse des députés, en dehors de cela, je pense que tout le travail repose entre les mains de l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi vous allez voir, les véritables batailles vont se jouer aux élections législatives. Et peut-être une dernière question pour sortir de notre entretien. Les populations n'ont pas vraiment perçu le rôle des sénateurs lors de la première législature. Ça, il faut le dire. Donc, nous entamons ainsi une seconde. Avez-vous le sentiment que le peuple a une réelle est en face avec les sénateurs? L'action de l'institution sénatoriale à travers ses membres ne pouvait pas être perceptible. Vous savez, c'est une première législature de 5 ans. On espère que les âmes n'étaient pas encore tellement fourbies. Je pense qu'on pourra tirer la meilleure conclusion à cette seconde législature. C'est pourquoi tout à l'heure j'évoquais l'idée de ce que pendant qu'au Sénégal, par exemple, on a pensé à supprimer l'institution sénatoriale, au Cameroun, par contre, on l'a restauré. Et ça fait de sorte que le bicaméralisme du Parlement camerounais devient aujourd'hui inégalitaire, tout simplement parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure de manière claire, que quand on a un duel entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est toujours l'Assemblée nationale qui domine et qui a le dernier mot. Donc moi, je pense pour ma part que l'institution sénatoriale mérite encore une deuxième chance d'évaluation pour cette seconde législature. Et à partir de là, vous avez vu, on a fait une sorte de diagnostic financier. On s'est rendu compte que 9 milliards de francs sont partis à l'institution sénatoriale. Alors, on estime bien que cet argent aurait pu servir soit à revaloriser le salaire des enseignants, peut-être aussi, soit, bien entendu, à porter des actes en vue du développement de notre pays. Merci, Dr Louison Essamba, d'être venu ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame. Bon, je rappelle que vous êtes enseignant de droit public à l'Université de Douala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et à retrouver tout juste après ce journal Julingué Nyondé dans le cadre de votre émission Parole de femmes. Quelles menaces les réseaux sociaux font-ils peser sur la sécurité nationale et comment y répondre? C'est l'objet d'un colloque international que l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé vient d'abriter. C'est pour permettre à l'opinion nationale et internationale de toucher du doigt les menaces, les dangers que les réseaux sociaux font peser sur la défense nationale. Le thème de ces assises, défense nationale, réseaux sociaux et défis sécuritaires, a été examiné sous toutes ses coutures. Pour la mise en bouche, la leçon inaugurale était présentée par Denis Ngaye, directeur des infrastructures et des réseaux d'accès aux technologies de l'information et de la communication au ministère des Postes et Télécommunications, lequel, s'il a reconnu l'utilité des technologies de l'information et de la communication, n'en a pas moins pointé leur dangerosité pour la sécurité nationale lorsqu'ils sont utilisés à des fins négatives. Sur ce terrain du questionnement de l'impact des réseaux sociaux sur la sécurité nationale, le professeur Laurent-Charles Boyo-Mouassala insiste sur le caractère dual des réseaux sociaux. Il y a effectivement un problème que les réseaux sociaux posent. Mais en même temps, il faut savoir que ce sont des outils. Et tous les outils ont cette particularité dualistique qui fait qu'ils peuvent être d'un grand secours pour la vie sociale, mais ils peuvent être également des dangers. Mieux, il suggère que les réseaux sociaux soient partie intégrante de la réponse aux défis sécuritaires. Les questions sécuritaires, certes, sont extrêmement importantes. Il faut les penser, mais il faut les penser également à l'envers, en termes de contribution à la sécurité. Mais puisque les mêmes armées utilisent ces mêmes outils, n'est-ce pas, pour renforcer leur... Le marché nu des dos était devenu un haut lieu du désordre urbain dans l'arrondissement de Douala 1er. Et c'est pour cette raison que monsieur le préfet m'a instruit de descendre pour me remettre un peu de l'ordre dans cet espace marchand.
Évidemment, vous savez que les Camerounais sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est un éternel recommencement, mais vous pouvez en être sûr, à chaque fois que ce sera nécessaire, je n'hésiterai pas de descendre pour que cet espace, pour que l'ordre puisse régner ici. Vous vous rendez compte qu'un peu plus bas là-bas, il y a un rond-point. C'est aujourd'hui que moi j'ai su qu'il y avait un rond-point là-bas. Les gens avaient complètement envahi. Les gens s'installent sur la voie publique. La voie publique, c'est la voie publique, c'est-à-dire que c'est une voie qui est là pour tout le monde. Mais les gens ne pouvaient plus passer par le marché New Dedo. Oh, et c'est nous qui nous plaignons de ce qu'il y a des bouchons partout dans la ville. Des routes existent, nous les occupons anarchiquement et c'est nous qui nous plaignons. L'espace assaini, l'on peut enfin circuler librement sur cette route qui traverse le marché d'Aïdo. L'opération a suscité quelques grincements de dents. La demande étant plus grande que l'offre, ces commerçants disent également fuir les inondations dont ils sont victimes à l'intérieur du marché après chaque pluie. C'est bien beau d'entrer dans le marché, mais l'espace du marché est d'abord petit par rapport à la population qui est là présentement. Il y a des comptoirs vides dans le marché. Quand il entre au marché, on lui montre, voilà le côté là c'est vide, mais tu entres là pour poser quelque chose. Juste toi qui se balades pour te reposer. Pour te reposer pour quelques secondes. Tu vas entendre que enlève ça, qui t'a demandé de mettre ça là-bas. On nous demande d'entrer dans le marché. L'espace du marché est d'abord petit par rapport à la population. Une petite pluie qui tombe, tout le marché inondé. Nous ne savons pas où on nous chasse d'aller. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Je suis un jeune, j'ai une famille que je nourris. Quand me chasse à rouge, je ne sais pas où m'envoie. Ceux des commerçants restés à l'intérieur du marché saluent l'action du chef de terre et espèrent que la thérapie prescrite par ce dernier ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Innocent Abégaï Leclerc Sakem qui revenait donc sur le désordre urbain qui fait de la résistance au marché New Dedo. Ce jour à Douala, plusieurs commerces ont d'ailleurs été détruits au cours d'une opération coup de poing. Il faut signaler que ce désordre urbain peut être l'une des causes peut justement être le sous-emploi des jeunes. Le taux de chômage d'ailleurs est en nette progression au Cameroun. Il se situe à 6,5% selon des experts, des chiffres qui font froid au dos, alors que le camp s'apprête à célébrer la fête du travail. Ce sont d'abord résonne comme une alerte. Plus de précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et d'Auréole Choumi. Donc, nous revenons donc sur ce reportage d'Auréole Choumi. Je vous le disais il y a quelques instants, le taux de chômage est toujours en nette progression. Au Cameroun, les chiffres se situent autour de 6,5% selon des experts. Un chiffre donc qui fait froid au dos et qui, à la veille de la célébration de la fête du travail, résonne comme une alerte. Auréole Choumi et Georges Mitterrandam. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Ouverture de la session de plein droit au Sénat. Le SIF donne le ton. Les sénateurs du Parti de la Balance ont contesté la légitimité du doyen d'âge, le Fond Victor Moukété. Ils lui ont demandé de choisir entre Cantel ou alors la Chambre haute du Parlement. Ambiance de rentrée au Sénat est à suivre en ouverture de ce journal. Et puis en sport, la ville de Bafoussam accuse un sérieux retard dans les préparatifs de la CAN 2019 au Cameroun. Tous les chantiers initiés évoluent à pas de tortue. Et le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, descendu sur les lieux, a mis en garde les entrepreneurs. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le SIF conteste la légitimité du bureau d'âge que préside le Fond Victor Moukété. En cause, l'incompatibilité dans laquelle tombe ce dernier, PCA de Cantel. Mais la Chambre s'est appuyée sur le fait que la vérification des cumuls de fonctions n'a pas encore démarré pour débouter le sénateur SIF. La précision dans ce reportage d'Élisée Borba et de Marcelin Gansop.
Section 122 sub 2. The position of the senator shall be incompatible with the duties of the member of government. À peine le doyen d'âge a-t-il terminé la lecture des noms des 100 sénateurs que Gamsé Henri Kemende est monté au créneau. Dans une motion d'ordre que personne n'attendait visiblement, le sénateur SDF du Nord-Ouest a contesté la légitimité du doyen d'âge à conduire les travaux de cette session de plein droit, puisant ses arguments dans le règlement intérieur du Sénat qui interdit le cumul de fonctions. Or, le chief Victor Moukete est PCA de Camtel. Le code électoral est clair. Le standing orders du Sénat est clair sur ça. Quelqu'un qui est dans une situation d'incompatibilité ne peut pas être sénateur. Donc je ne vois pas comment une telle personne peut commencer à être président, même si c'est le bureau intérimaire. Il ne peut pas commencer à y être sans qu'il soit qualifié comme un sénateur. Donc c'est ça que j'ai soulevé, mais on a dit que vraiment on va regarder ça après. Mais je ne vois pas ça normal. C'est le rôle que notre parti, le SDF, va continuer à jouer pour soulever le point d'exception. Les choses qui ne marchent pas, on doit le dire. C'est pas parce que les gens ont travaillé dans le bureau en considérant certaines choses par l'erreur qu'on doit se soumettre sur cette erreur. Cette motion d'ordre a le don d'installer un silence de cimetière dans la salle. Plusieurs minutes vont s'écouler avant que le sénateur Pierre Flambeau-Ngayab de l'UNDP ne prenne la parole pour démonter, en s'appuyant sur le règlement intérieur du Sénat, les arguments présentés par le SDF. Les vérifications des cas d'incompatibilité ne peuvent être effectuées que lorsque le Sénat se réunit en session de plein droit, et après qu'il ait mis en place ces bureaux de vérification. Les sénateurs ne sont pas autorisés à s'auto-vérifier. Je pense donc, Monsieur le Président d'âge, qu'il serait utile sur ce point de ne pas retenir le point d'ordre de mon collègue. Vous savez, quand vous êtes nouveau, il faut apprendre, il faut lire le règlement intérieur, la session de plein droit. On va parler de tout ça. Le discours du doyen d'âge. Après, il y aura des commissions qui vont se créer cet après-midi. C'est là qu'on va parler de tout ça. Donc, notre collègue du SDF doit quand même s'intégrer, apprendre notre règlement intérieur. C'est pour ça que nous avons été un peu surpris. Vous savez, quand vous venez dans un nouveau milieu, il faut d'abord apprendre avant de poser des questions qui peuvent à la fin vous ridiculiser. Finalement, le débat est tranché en faveur du doyen d'âge qui va prendre la parole pour prononcer le discours d'ouverture de cette session de plein droit, avec à ses côtés les deux plus jeunes sénateurs, dont Abu Marlise de la NDP qui entame un deuxième mandat, et le tout nouveau Fon Andreas Nembo Lukunze, sénateur du Sud-Ouest, âgé de 42 ans. Place dans la foulée à la constitution des commissions devant vérifier les mandats et vider les incompatibilités. C'est un préalable avant la remise des attributs aux sénateurs. Émotion, joie, mais aussi prise de conscience par rapport au poids des responsabilités. La session de plein droit ouverte ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé était un grand moment de retrouvailles pour les anciens, mais aussi l'instant des premiers pas pour les nouveaux. Une fois encore, Marcelin Gansop et Élisée Borba. Pour leur premier pas au Sénat, la tâche n'était pas aisée pour certains, encore sous l'emprise de l'émotion. Bien sûr, je suis excité. J'attends le début. J'attendrai pour voir. Je vais défendre sûrement la population de la région de l'Ouest. D'autres, un peu préoccupés au départ, sont revenus les pieds sur terre en foulant la salle du Palais des Congrès de Yaoundé. Lorsque j'ai été nommé, d'abord c'était une surprise. Et j'avais de l'appréhension et je me demandais comment ça allait se passer. Mais depuis que je suis entré dans cette salle, le stress a baissé avec l'accueil que j'ai reçu des anciens sénateurs et même des nouveaux. Je me sens dans une véritable famille. J'attends seulement maintenant que nous puissions commencer le travail. Il y avait donc de la joie, doublée d'émotions dans l'air. Surtout la prise de conscience des uns et des autres du poids des responsabilités. J'ai un devoir d'apprendre, apprendre pour servir le peuple camerounais dans une autre capacité, hors des classes et hors de mon bureau de chef de premier degré en tant qu'auxiliaire de l'administration. Je vais servir et contribuer mon petit peu pour que le processus de décentralisation
que ça poursuive. Et vous savez, la décentralisation sera la cheville ouvrière des prochains mandats, des prochaines années de la République. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Le Sénat, c'est un organe très important dans le cadre de la décentralisation. J'espère qu'après nous, les régions seront mises en place et le Cameroun sera réellement un État décentralisé comme le veut la Constitution camerounaise. Les nouveaux sénateurs peuvent toujours compter sur les plus anciens, mieux parés et heureux d'avoir bénéficié d'un deuxième mandat. Surtout, nous devons faire en sorte que le Sénat soit aujourd'hui un Sénat plus fort. Parce qu'aujourd'hui, nous n'apprenons plus. On a passé une première mandature à prendre aujourd'hui. Nous devons être très offensifs pour accompagner nos régions. L'enjeu de la session de plein droit est de taille, au regard des attentes des populations, au moment où commence cette deuxième législature. Parce qu'au départ, le Sénat n'existait pas. Pour une première expérience de 5 ans, nous pouvons quand même tirer chapeau à cette Chambre. Nous voulons les sénateurs jeunes, puisque chaque génération a son histoire et son passé. Qu'on ramène le Sénat à 39 ans au lieu de 40 ans. Ça permet à certaines, comme moi, de postuler à ce poste de sénateur. Les prochains jours nous édifierons sur le ton que les sénateurs entendent donner aux travaux du mandat débutant. Et quelle lecture peut-on faire de la coloration des formations pour des colorations politiques du Sénat? De nombreux éléments portent à croire que le SIF s'apprête à vivre 5 années d'isolement parlementaire, car les formations politiques invitées par Paul Biya au Sénat seraient une sorte de majorité présidentielle. Un regard croisé sur les forces politiques en présence au Sénat dans ce reportage d'Élisée Borba et de Guy Zogo. Ils sont 7 partis politiques à constituer l'ossature du Sénat QV 2018 au Cameroun. Le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'UPC, le MDR, le FSNC et l'ANDP. Majoritaire au sein de la Chambre haute du Parlement, le RDPC peut également compter sur le soutien acquis de ses alliés de gouvernement que sont l'UNDP, l'ANDP et le FSNC. Dans les rangs des sénateurs, autant du parti au pouvoir que des alliés, la mission est prête à être remplie avec dévouement. Nous attendons de pouvoir donner satisfaction non seulement à nos collègues, mais à l'ensemble de la communauté camerounaise, notamment l'ensemble de nos électeurs, en commençant par, évidemment, le père de la nation, qui nous a donné l'occasion d'accéder à cette assemblée. C'est une retrouvaille, parce que j'étais quand même un ancien de parlement de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je fais le retour au Sénat, donc je ne suis pas un très nouveau. Il y a l'émotion, parce que après la joie, il y a aussi la peur. Parce qu'une fois que vous voyez tout ce que les gens attendent de vous, vous allez vous poser la question, est-ce que vous pouvez arriver? Dans ce positionnement, le sort de l'UPC n'en est pas moins ambigu, tant le défaut de clarification de la posture du sénateur nommé nourrit l'incertitude. Mais à en juger par ses déclarations, aucune place n'est laissée à l'équivoque. Je suis vraiment très fier d'être là, comme un nouveau sénateur dans le deuxième vague de sénateurs. Je remercie très sincèrement le sage-père, le président de la République, président Paul Biya, et le cadre de l'UPC pour tout ce bonheur qui m'avait confié sur mon modeste personne. Pour le moins, cela promet de chaudes explications dans les rangs du parti du CRAB, où l'on est de plus en plus sourcilleux sur la question de l'alliance avec le RDPC, qui, pour la direction de ce parti, reste à définir. Dans ce paysage, seul le SDF apparaît résolument ancré dans la position opposée à celle du RDPC et de ses alliés. Ce qui en fait le petit poussé du Sénat qui devra bien se faire une place, malgré tout. Et à suivre en deuxième partie de ce journal, les éclairages du docteur Louison Essamba. Il est enseignant de droit public à l'université de Douala. Il reviendra sur les enjeux de cette session de plein droit ouverte ce matin au Palais des Congrès, ainsi que la notion d'incompatibilité qui a donc émaillé l'ouverture des travaux ce jour. Et quelques heures avant l'ouverture de cette session de plein droit
au palais des congrès de Yaoundé. Un sénateur UPC nommé Leke Besondongo est allé recevoir la bénédiction de ses siens ainsi que militants à Ezeka dans le département d'Union Ekili. Plus de précisions dans ce reportage de Joël Niem et de Julingue et de Kediara. C'est autour de la tombe de Ruben Oumniobe et dans la ville d'Ezeka que les militants de l'UPC, branche de Robert Bapol-Lipote, se sont réunis pour un moment de cohésion intense en compagnie de leur sénateur récemment nommé. Je donne gloire au Dieu Tout-Puissant et au cadre de parti UPC et tous ces membres de UPC que je viens de rencontrer ici à Ezeka pour tout leur soutien indéfinitif. Hein? Oui, pour soutenir le parti, le combat jusqu'à ce moment que nous avons un premier sénateur. Au cours de la rencontre, il a été question pour ces militants, ainsi que leurs leaders, de saluer la mémoire légendaire de Ruben Oumniobe. Le travail qui est le nôtre au niveau du Parlement, particulièrement au niveau du Sénat, un événement historique pour notre parti politique, sans toutefois qu'on vienne à Ezeka recevoir l'onction des dignitaires du parti à Ezeka et surtout rendre hommage à Ruben Oumniobe et prendre également des engagements devant sa mémoire pour mener notre combat. Mais également de baigner le nouveau sénateur dans le fleuve de la détermination, la même que possédaient leurs héros. Et voilà pourquoi le sénateur a trouvé nécessaire de descendre en ces lieux, recevoir la bénédiction des camarades qui sont ici à la base, qui gardent cette tombe, afin que lui également puisse avoir de la détermination, comme l'a fait notre pionnier historique Ruben Oumniobe. Le secrétaire général Robert Bapol-Lipote profitera de cette occasion pour saluer l'alliance tissée avec le RDPC par Frédéric Cordoc de regretter mémoire, une alliance grâce à laquelle le parti continue d'exister sous tous les plans. Nous pouvons dire qu'une porte vient d'être ouverte et nous voyons aujourd'hui que la voie tracée par Augustin Frédéric Cordoc est une voie qui porte ses fruits. Nous sommes dans les mairies, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes désormais au Sénat et de manière historique, ça veut dire que le parti est debout. Après la séance de brainstorming et de bénédiction, ils déposeront une gerbe de fleurs sur la tombe de Ruben Oumniobe, signe de reconnaissance, mais surtout d'un profond respect. Et dans le reste de l'actualité, de nouvelles peines pour les détenus de la crise anglophone. 6 d'entre eux ont été condamnés ce jour à des peines d'emprisonnement comprises entre 11 et 13 ans. Il s'agit de Jacob Lopté, 11 ans de prison, Gottlof Numfort, 12 ans de prison, Eugène Baing, 12 ans de prison, Lévit Tayo, 13 ans de prison, Bruno Wiba, 13 ans également, ainsi que pour Eugène Newforan. Ils devront également verser une somme de 800 000 francs CFA au titre de dommages. Les condamnés ont été reconnus coupables des faits de rébellion, coercion, d'actes de terrorisme, entre autres. Ce sont les mêmes faits motifs qui pèsent sur l'activiste et animateur de radio Manchou Bibitsi. Son cas est toujours en cours devant le tribunal militaire de Yaoundé. Les plaidoiries menées par les avocats maîtres Emmanuel Sims, Bernard Mouna se poursuivent au tribunal militaire de Yaoundé. La menace que représentent les réseaux sociaux sur la sécurité de l'État était au cœur d'un colloque interne de l'école supérieure internationale de guerre. Les travaux se sont ouverts ce jour à Yaoundé. Le compte rendu de Guizoko. La problématique de l'emploi reste très préoccupante au Cameroun. Les jeunes ont davantage une propension à se tourner vers des activités peu structurées. Conséquence, 90% des travailleurs exercent dans le secteur informel et 70% gagnent moins de 50 000 francs CFA par mois. Il faut que les jeunes comprennent que pour trouver un emploi, il faut avoir un métier.
Donc, premièrement, la qualification. Secondo, connaître son environnement. 3, se préparer à attaquer le marché de l'emploi. Avoir un bon CV, savoir faire d'entretien d'embauche, avoir des éléments de plus pour pouvoir être parmi les meilleurs qui peuvent être recrutés. L'urgence serait de mettre sur pied une nouvelle politique de l'emploi, selon cet expert. Je vois des jeunes qui vraiment en veulent, ils veulent travailler. Le problème, c'est notre économie qui ne crée pas suffisamment d'emplois. Pour résoudre le problème d'emploi, il y a 3 axes. L'axe numéro 1, c'est ce qu'on appelle les emplois de masse, les grands travaux. Ça permet d'insérer des jeunes qui ont le niveau CP, Q-1, 2, Q-1, qu'on appelle les déperdus du système scolaire. Lorsqu'il y a des grands travaux, ces jeunes-là travaillent. Deuxième axe, c'est la création d'entreprises. Plus on crée des entreprises, plus on crée des emplois. Mais vous êtes à Douala. Est-ce que vous connaissez ces derniers temps 3, 4 industries qui ont été créées à Douala, où chacune a créé 200 emplois. Le dernier axe, c'est la formation professionnelle. Lorsque quelqu'un a un métier, ce métier peut l'amener à créer son emploi. Aujourd'hui, on a une grosse ouverture dans le digital. Au Cameroun, des milliers de jeunes sont exclus du monde de l'emploi. Nous observons avec désarroi qu'il y a une saturation du marché de l'emploi. Les demandeurs sont très énormes face à une minorité d'offres d'emploi. Et du coup, nous rencontrons aussi des difficultés telles que le favoritisme, le tribalisme quelquefois. Tu es frustré parce que tu te dis tu as un niveau comme par exemple une licence, tu ne fais rien, c'est difficile. La faute peut être à un système social orienté uniquement sur la diplomique. Vous connaissez le nombre d'emplois où on demande gens qui ont le BPC, où j'ai la licence en ethnologie. Ethnologie même c'est quoi? Ou en philosophie? Il va travailler où? Ou en géographie? Ou en histoire? Il doit chercher à avoir un métier. Il faut un métier à travers ce qu'on appelle une formation complémentaire. Lorsque vous avez un métier, vous êtes à 50% de l'emploi. Mais la rareté de l'emploi s'expliquerait aussi par la désinvolture des jeunes qui ont perdu espoir. La première chose, il faut renoncer au découragement et croire en soi-même et croire en Dieu. Ça, c'est important. La fête du travail pointe à l'horizon. De nombreuses entreprises payeront les jeunes au quartier pour le défilé. Tous ces jeunes seront alors appelés travailleurs le temps d'une marche. L'ambassadeur d'Israël au Cameroun, son Excellence Ran Guidor, a effectué une visite au Centre d'excellence et d'innovation de l'Université de Ngaoundéré. Cette visite a été l'occasion pour le chef de la diplomatie israélienne au Cameroun de toucher du doigt l'un des fruits de la coopération entre les deux pays. Xavier Foucault. C'est dans le cadre de la matérialisation d'un pan de la coopération entre le Cameroun et l'État d'Israël, coopération datant de 1960, que son Excellence Ran Guidor, ambassadeur d'Israël au Cameroun, a visité les locaux du Centre d'excellence et d'innovation de l'Université de Ngaoundéré. Une visite d'évaluation et d'inspection. Je voulais arriver ici personnellement et voir tout le potentiel en vue des coopérations futures. Nous n'avons aucun doute pour le fait que l'Université de Ngaoundéré est un partenaire sérieux. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et très optimiste en ce qui concerne la promotion de notre coopération. Une coopération davantage renforcée par les activités de l'Agence israélienne pour la coopération et le développement, MACHAV en hébreu, et qui est tout un programme dont a bénéficié l'Université de Ngaoundéré. On a déjà fait le programme MACHAV, c'est-à-dire pour la formation dans le agribusiness. Il y a ceux qui sont déjà partis pour la formation et ils sont prêts pour implémenter ce qu'on est en train de faire. Et même, il y a MACHAV qui donne encore certains financements pour les projets. Donc, ils sont en train de développer les programmes. Et pour nous, très rapidement, on aura certaines de ces productions dans le secteur agricole ici à l'Université de Ngaoundéré et dans la région de l'Adamawa. 2 enseignants ont déjà bénéficié des formations en Israël grâce à ce programme MACHAV, établi en 1958 dans le cadre du ministère des Affaires étrangères israéliennes. Ce programme a pour objectif de partager avec d'autres nations l'expertise et les technologies qui ont été utiles dans sa propre recherche sur la voie du développement. Ce programme offre des formations en divers domaines, entre autres en nutrition, en entrepreneuriat et en développement communautaire.
Et je vous le disais en titre, peur suit la CAN 2019 dans la ville de Bafoussam. La visite des chantiers